Donc Charlotte, donc là on est à Bordeaux. Donc tu as gentiment accepté de me donner ton témoignage. Tu as gentiment accepté de me donner ton témoignage du coup comme tu es atteinte d'endométriose. Oui. Donc du coup la première question que je voulais te poser c'est par rapport au diagnostic. Est-ce que tu peux exposer un peu depuis le moment finalement où tu as eu des symptômes qui étaient inconfortables, douloureux pour toi en fait dans ton enfance ou ton adolescence jusqu'au moment du diagnostic, combien de temps il s'est passé et quel a été un peu le parcours pour toi? D'accord. Bon, bah alors salut Gaëtan, c'est bien sympa de se retrouver. Merci. En fait, moi, je me souviens très bien que mes premières règles avaient été super douloureuses et souvent j'avais très mal au ventre et on me disait mais non, arrête, voilà, on me parlait de chouchotterie, etc. On disait mais c'est normal d'avoir mal quand on a ses règles, etc. Ouais. Donc voilà, on a laissé courir, on a fait un peu... On a fait un peu sa vie comme ça et puis c'est vrai que c'était souvent une période qui du coup était associée à beaucoup de choses négatives en fait. Je pense même qu'il y avait déjà du syndrome prémenstruel qui s'est installé assez tôt parce qu'en fait je voulais pas avoir mes règles quoi. C'était toujours long, c'était douloureux, c'était des règles qui étaient un peu hémorragiques et tout ça et donc c'était pas la meilleure partie du mois clairement voilà et bon c'était il y avait des périodes où c'était plus douloureux que d'autres et je pense qu'en fait j'ai eu un diagnostic après au bout de si on part de mes premières règles, je pense que j'ai eu un diagnostic au bout de 13 ans. 13 ans, ok, d'accord. Voilà. Donc pendant lesquels en effet voilà, c'était normal. C'était normal et puis on m'avait fait prendre la pilule en me disant que c'était... voilà, il n'y avait pas de diagnostic, rien du tout. Moi, c'était dans une période adolescente où des parents inquiets que je rentre enceinte préféraient que je prenne la pilule pour être sûre au cas où. Donc on m'a donné la pilule sous un aspect qui n'était même pas du tout médical en fait, qui était pas... justifié vraiment, on m'a pas laissé le choix, on m'a dit il faut prendre la pilule quand on a ses règles, c'est comme ça, et puis comme ça, si jamais tu as un copain, etc., tu n'as pas de risque de tomber enceinte, etc. Donc très jeune, je me suis retrouvée avec une pilule, et en fait, je ne les supportais pas. J'ai dû changer plusieurs fois, je pense qu'en tout, j'ai dû faire une bonne dizaine de pilules. Ouais, donc quand tu dis que tu les supportais pas, c'était quel genre de manifestation? J'avais tous les effets indésirables, les pertes de libido dont on parle pas souvent, mais qui sont pourtant très présentes avec la pilule. Et puis voilà, ça allait pas, c'était toujours un petit peu, c'est pas le spleen, mais voilà, il y avait toujours un petit peu de dépression ou des choses comme ça. Enfin, ça m'éteignait quoi. Je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Ouais. Et un jour, j'ai décidé d'arrêter. Là, je me suis retrouvée avec toutes les hormones en furie. J'avais de l'acné, ça a duré 1 an et demi. Voilà, j'avais j'avais beaucoup de comme des contraintes. C'est un peu difficile à expliquer, mais voilà, ça n'allait pas. Ça n'allait pas, et puis l'arrêt de cette pilule, ça a été un peu l'apothéose, parce que je me sentais soulagée sur un certain plan, plus psychologique en fait, et en même temps, il y avait d'autres choses qui se rajoutaient. Et puis en fait, j'avais toujours pas de diagnostic. Et je suis allée voir une gynécologue qu'on m'avait recommandée chaudement parce qu'elle pouvait éventuellement détecter l'endométriose, diagnostiquer. D'accord. Et cette personne-là ne m'a pas du tout pris au sérieux. Je disais que j'avais des douleurs, des règles hémorragiques, que c'était très compliqué, que je ne comprenais pas ce qui n'allait pas chez moi. Enfin voilà, il y avait une détresse. Et elle me disait non, mais si vous aviez de l'endométriose, vous auriez beaucoup plus mal. Alors ça a résonné à un moment. Et en même temps, j'avais besoin d'une contraception, donc j'ai décidé de mettre un stérilet au cuivre, parce que je refusais les hormones. J'avais vu le bazar que ça avait mis, j'en voulais plus. Ouais.
Et ce stérilet au cuivre a été un petit peu comment dire, ça a fait flamber l'endométriose en fait. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui avait été un petit peu calme avec les nombreuses prises de pilules. On sait maintenant que la pilule, elle est faite pour endormir un peu les douleurs, qu'elle est prise comme antidouleur en fait. Voilà, donc ça avait sûrement eu cet effet-là un petit peu sur moi pendant des années. Alors quand j'ai eu du coup ce dispositif, ça a été la catastrophe. Je me suis retrouvée avec des spottings super longs, des règles qui duraient 7 à 10 jours, et puis 21 jours plus tard ça recommençait, parfois 15 jours plus tard ça recommençait, enfin j'étais épuisée. D'accord. Et ça a clairement fait flamber, l'endométriose. Donc au bout, j'ai tenu 1 an et demi. Avec. Okay. Pour au final l'enlever, être soulagée du jour au lendemain. Plus de spotting, plus de douleur, de cet ordre en tout cas. Okay. Et j'ai finalement rencontré un gynécologue qui m'a diagnostiqué cette endométriose. Qui me disait on n'aurait jamais dû vous mettre de stérilet, effectivement au cuivre, etc. C'était vraiment une mauvaise idée. Et il m'a conseillé d'aller passer une IRM et voilà. Ok. Donc c'est par une IRM que ça a été diagnostiqué? Lui, il avait quand même vu l'échographie pelvienne. Ouais. D'accord. Voilà. Et l'IRM a confirmé par la suite. Mais alors, la personne de l'IRM, c'était un peu ses débuts, je pense, dans l'endométriose. Donc en fait, c'est plus un médecin qui m'a plus posé de questions pour me dire « Ben oui, c'est ça ». Donc je suis sortie de là un petit peu sur les fesses en disant « Lui, il va pas apporter grand-chose ». Mais heureusement, ils en sont pas tous... on a des très bons, aujourd'hui, radiologues et docteurs pour mettre des noms un peu plus précis sur les IRM. Ouais. Voilà. Donc du coup, IRM, et à partir de là, donc qu'est-ce qui t'a été proposé? Parce que finalement, c'est bien d'avoir le diagnostic. Ouais. Ok. Ouais. Parce que là, enfin, t'es reconnu quelque part, tu te sens un peu entendu. Tout à fait. Aussi, j'imagine, sur toutes ces années où on t'a pas cru, où on t'a mis cette image de... Oui, c'est dans ta tête, c'est... Tout à fait, ouais, c'est ça, c'est qu'on se dit, celle-là, elle exagère avec ses règles, tout le monde a ses règles, tout le monde a un peu mal, tout ça. Donc là, effectivement, le diagnostic est important parce que, oui, on est reconnu, enfin on sait ce qu'on a, et du coup, on peut devenir acteur de sa santé. Donc, par la suite, ce qui m'a été proposé, ça a été de revoir le gynécologue avec les résultats de l'IRM. Ouais. Et donc là, ce qui est proposé, bêtement, c'était une pilule. Donc moi, je les ai gentiment envoyés paître en disant que j'avais fait une bonne dizaine de pilules et que je ne supportais plus les pilules, que j'en voulais plus. Ils étaient un peu embêtés parce que du coup, ils n'avaient pas de mainmise en fait sur ma santé, ils ne savaient pas quoi faire. Donc ils m'ont dit... écoutez, on peut comprendre. Si vous voulez que vous arrivez à faire ce qu'il faut, que la maladie ne flambe pas, c'est votre choix. Voilà, donc j'ai eu la chance quand même d'être un petit peu écoutée par ce gynécologue, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui où on a souvent l'impression qu'on est obligé de prendre la pilule, alors que si on a envie de faire d'autres choses et de ne pas prendre la pilule, c'est pas une fatalité. On a le droit de dire non. C'est la seule alternative finalement. Voilà. C'est une alternative qui peut être envisagée quand elle sert vraiment la cause, mais quand on ne la supporte pas et que la maladie continue de flamber, en fait, ça ne sert à rien. Enfin, c'est mon avis, en tout cas. Donc, à partir de là, finalement, toi, tu es devenue actrice. Forcément, du coup, tu as cherché quoi faire. Oui, exactement. En fait, j'ai fait comme tout le monde. Je suis allée sur Internet. Alors, j'avais déjà une idée de ce qu'était l'endométriose, étant donné que quand je suis allée voir le gynécologue, c'était pour lui dire « je pense que j'ai une endométriose ». Donc je m'étais un peu auto-diagnostiquée avant même d'avoir le diagnostic.
Ce qui est fréquent en fait chez les femmes atteintes. C'est qu'au bout d'un moment, on en a marre d'entendre c'est dans votre tête et on cherche à savoir ce qu'on a, ce qui s'en approche le plus. Et donc effectivement, après ça, je suis rentrée chez moi et j'ai fait comme tout le monde. Je suis allée sur Internet, j'ai commencé à chercher endométriose, traitement, etc. Et par le plus grand des hasards, en fait, je suis tombée sur l'alimentation anti-inflammatoire. Et par la suite, je suis tombée sur un groupe Facebook qui traite de l'alimentation anti-inflammatoire pour les endogirls, mais pas que, évidemment, puisque ça ne sert pas que cette maladie-là. Ouais. Mais voilà, donc j'ai commencé à m'intéresser à ce type d'alimentation, à le mettre en place tout doucement, à apprendre à manger autrement, découvrir d'autres cuisines, voilà, le plaisir de remanger, de recuisiner différemment aussi. Moi qui ne suis pas une grande cuisinière du tout, le fait de se dire que ce que je mangeais c'était bon pour moi, il y avait un autre impact dans ma cuisine, quoi. C'était vraiment, quand je mange ça, je me fais du bien à mon corps et je prends soin de moi et je ne me fais pas de mal et je ne nourris pas l'endométriose. Donc ça, c'était important. Et ça a commencé, est-ce que tu peux rappeler un peu les premières choses que tu as changées, que tu as amorcées, soit que tu as rajouté, soit que tu as supprimé Oui, en fait, j'avais déjà un peu à l'époque réduit ce qui était produits laitiers et viande, parce que c'était aussi par choix personnel et puis parce qu'on m'avait dit que ce serait peut-être bien, justement quand j'avais tout cet acné, etc., que je ne comprenais pas d'où ça venait, on m'avait dit voilà, revoyez votre alimentation. Donc là, en fait, pour moi, il s'agissait en gros juste pour passer à l'alimentation anti-inflammatoire d'arrêter le gluten en plus de ce que j'avais déjà arrêté, grosso. D'accord. Voilà. Ouais, tu avais déjà en fait, anticipé sans le savoir. Voilà, sans le savoir, j'avais déjà un petit peu commencé, ouais. Tout à fait. Donc ce qui est bien, c'est que ça s'est fait plus ou moins en douceur, puisque j'avais déjà été renseignée sur l'alimentation. Enfin voilà, c'était pas de but en blanc du jour au lendemain, faut tout arrêter, plus de fromage, plus de gluten, plus de viande, plus de ceci, plus de cela. Enfin voilà, en plus la viande et le fromage, ça faisait aussi partie de la culture un peu, Non, c'était par conviction personnelle aussi, oui. pour la cause animale. Donc, enfin voilà, moi ça m'a aidé, je me suis dit bon bah je me fais du bien à moi, j'aide un petit peu à mon échelle la planète aussi. Enfin, j'ai trouvé quelque chose de positif à ajouter au changement d'alimentation. En plus, je me suis dit voilà, c'est pas que pour moi. Ouais. Donc peut-être que ça a été aussi plus facile. Utile. Voilà, on ne sait pas. Ok. Et dans l'alimentation, j'entends que ça a été donc une des premières choses que tu as mis en place dans cette dynamique de je deviens actrice de ma santé. Oui. Est-ce que tu as d'autres choses en fait que tu as essayé? Donc je pense, on a parlé un peu des huiles essentielles rapidement tout à l'heure. Donc est-ce que par exemple ça, tu as essayé quelques huiles qui t'ont... Alors, en fait, j'ai essayé plein de choses et c'est vrai que ce que j'ai trouvé à l'époque quand j'ai commencé l'alimentation, quand j'ai commencé l'alimentation anti-inflammatoire, c'est que c'est un cercle vertueux où en fait on se dit on mange mieux, on se fait du bien et puis en fait on commence à aller vers du zéro déchet, vers moins de perturbateurs endocriniens, du bio, etc. Et on a envie d'aller plus loin aussi et du coup de ne pas agir que sur le plan physique mais aussi sur le plan mental. Du coup, moi je me suis mise aussi, c'était plus ou moins dans la même période, sans que ce soit pour autant vraiment lié, mais je commençais à faire du yoga, j'allais plus chez l'ostéopathe. C'était un ostéopathe super qui travaillait aussi toute la partie viscérale. Donc je sentais qu'il y avait de vrais impacts sur ma santé au niveau de l'endométriose et tout ça après les séances. Voilà. J'ai essayé, j'allais voir une énergéticienne aussi qui m'avait été chaudement recommandée et c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidée.
elle m'aidait aussi, c'était une de ces cartes, on va dire, en tant que professionnelle, avec des compléments alimentaires, mais aussi les huiles essentielles, justement, un petit peu d'homéopathie. J'ai déjà vu un homéopathe uniciste aussi, vraiment qui ne fait que ça, voilà, avec la médecine chinoise, basée sur tout ça. Enfin, c'était vraiment très enrichissant. J'ai testé l'acupuncture. Enfin, voilà, je suis allée vers ce qui m'attirait à chaque fois, au moment où j'en avais envie, besoin. Des fois, c'était des découvertes fortuites et ça donnait envie de découvrir. Et puis... Enfin voilà, c'est s'écouter du coup et aller vers les choses qui nous font du bien, qui nous attirent. Et souvent, on est attiré par les choses qui sont bonnes pour nous au moment où on les découvre, je trouve. Ouais, que c'est pas finalement un hasard. Ou un heureux hasard, mais oui. Oui. Ouais, il y a de ça, ouais. Ok. Et donc je pense j'ai deux choses qui me viennent en tête. La première, peut-être, c'est aujourd'hui, finalement, t'en es où avec l'endométriose? Comment ça t'affecte dans ton quotidien actuellement? Et voilà, est-ce que ça te limite, en fait, sur des... Alors oui. Donc en fait, moi, pour le parcours après diagnostic, ça a été assez... rapide et j'ai été diagnostiquée, j'ai mis en place dès que je pouvais l'alimentation anti-inflammatoire plus toute l'hygiène de vie qui va autour, que ce soit le yoga, le sport, enfin voilà, plus les séances que je pouvais m'offrir, d'ostéopathie ou autre. Et en fait, je suis tombée enceinte assez rapidement. Et c'est assez rigolo parce que le bilan sanguin et endocrino que j'avais fait à l'époque disait que concrètement un bébé ne pouvait pas tenir dans mon utérus. Il ne pouvait pas rester parce que mon utérus était, enfin voilà, au niveau des hormones, il n'aurait pas dû rester. Et donc je pense quelque part que c'est cette hygiène de vie que j'ai réussi à mettre en place qui m'a aidée à avoir mon petit garçon. À remettre des conditions favorables. Tout à fait, un utérus prêt à accueillir un bébé normalement. Voilà, donc ça c'est vrai que ça a été une très heureuse nouvelle et voilà, du coup j'ai eu la chance de ne pas avoir à passer par un côté médicamenteux ou clinique, de PMA, etc. Ce qui est souvent le cas aujourd'hui, malheureusement. Voilà, et puis les débuts les premières années de vie d'un bébé font qu'on n'a pas beaucoup le temps de s'occuper de soi-même. L'endométriose a été calmée par la grossesse, elle a repris par la suite, mais elle a été clairement calmée. On ne voyait pas grand-chose à l'IRM de contrôle que j'ai fait quelques mois après la naissance de mon fils. D'accord. Voilà. Donc ça arrive. C'est pas une réalité, ce n'est pas guéri, mais ça peut calmer. Calmer les adhérences, calmer les douleurs, etc. Voilà. Donc diminuer potentiellement la taille aussi. Tout à fait. Lésions, je pense qu'il y a des... Enfin voilà, moi il n'y avait plus de kystes aux ovaires, il n'y avait plus trop d'adhérence. Enfin voilà, donc ça a aidé. Mais voilà, c'est revenu par la suite, donc c'était une pause. Moi je le vois comme ça. Et du coup, aujourd'hui, voilà, il y a toujours des douleurs qui sont là, il y a toujours de la fatigue, il y a une incapacité, on va dire, à travailler dans le sens où, avec la fatigue ressentie hors bébé, je parle, hors enfant, voilà, je pourrais plus travailler en 39 heures ou en 35 heures, quoi. Voilà, ça impacte beaucoup. Il y a eu des périodes où même me déplacer était assez difficile. J'avais des douleurs qui me faisaient boiter tellement les ligaments étaient douloureux. C'est passé par chance, mais c'est vrai que du coup, j'ai repris à ce moment-là, j'ai repris l'ostéopathie parce que c'était le seul truc que je pouvais faire près de chez moi.
Et j'ai remis en place un peu plus l'alimentation anti-inflammatoire que j'avais arrêtée pendant une période parce que c'était trop compliqué à maintenir avec un bébé. Tout le quotidien. Voilà, le quotidien qui font que c'était difficile de tenir comme ça. On n'a pas d'horaire, enfin voilà. Donc j'avais un peu lâché, là c'est remis en partie et voilà, c'est pas à 100%. Je pense que ça aide à maintenir quelque part la maladie, c'est-à-dire que comme il n'y a pas de nombreux écarts, il y en a régulièrement, mais ils ne sont pas en nombre excessif et je pense que ça aide quand même à maintenir un petit peu la maladie, elle est là, elle peut quand même continuer à se développer, mais le fait de faire attention, je pense, la maintient un petit peu, j'imagine. Stabilise ou limite son développement. En tout cas, chez moi, j'ai l'impression que c'est l'effet. On verra la prochaine IRM, on n'est pas à l'abri de rien. Ça, c'est un peu une fatalité. Enfin, une fatalité dans le sens où si la maladie a décidé de prendre le contrôle, des fois c'est difficile de revenir. L'alimentation anti-inflammatoire ne fait pas tout. Voilà, ça c'est aussi mon avis. C'est vrai que ça ne fait pas tout. Ça fait beaucoup, je pense, mais Et donc pour le coup, je profite de ce que tu dis là. En fait, l'alimentation ne fait pas tout. Tout à l'heure, tu parlais aussi un peu du plan mental, un peu émotionnel. Sur ce plan-là, est-ce que tu as des choses qui t'ont aidé, des thérapies ou des pratiques que tu fais chez toi J'ai pas eu beaucoup l'occasion de faire de thérapie vraiment, mais ce qui m'a aidé, en fait, c'est d'avoir des compléments alimentaires adaptés. Et du coup d'avoir des avis de professionnels pour avoir des choses adaptées à mon cas en fonction de mes prises de sang et de moi en fait. C'est vrai qu'on peut lire des choses mais en fait tout ne correspond pas à tout le monde en tout temps. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments où j'ai eu besoin tout simplement de magnésium, et il y a eu des fois où j'ai eu besoin de CBD, il y a eu des fois où j'ai besoin de safran ou de PEA, j'ai pris, avec de l'aide de professionnels, j'ai remis un petit peu de compléments alimentaires dans ma vie au quotidien pour m'aider à maintenir un cap parce que justement comme l'alimentation n'est pas toujours parfaite, etc., il faut s'aider un petit peu sur ce plan-là. Mais donc en effet, tu insistes bien sur le fait que c'était adapté à cet instant, à Charlotte, dans cette situation. Tout à fait. C'est vrai qu'on peut trouver des informations qui sont... on peut trouver facilement et partout sur le conseil d'une amie qui nous veut du bien ou sur les conseils d'une page internet qui a l'air tout à fait bienveillante, mais en fait, on le voit bien dans l'endométriose. En fait, quand on fait des prises de sang, on est loin d'avoir toutes les mêmes taux, que ce soit d'inflammation, de progestérone, d'œstrogène, etc. C'est ça qui fait la particularité aussi de chaque endométriose, je pense. Et c'est important, je pense, de se faire accompagner par des professionnels qui savent de quoi ils parlent et surtout sur des choses tangibles, en fait. Pas juste de se dire le framboisier ça a l'air sympa, il y en a dans la tisane. Oui, peut-être que ça peut marcher, mais peut-être que ça pourrait être mieux ou j'ai rien contre la tisane de framboise, mais oui, c'est un exemple juste pour illustrer ça. Voilà. Ok, super. On a fait un bon tour, je pense, d'horizon. Je sais pas si tu as d'autres choses qui te viennent, des difficultés ou des choses hyper positives que tu aimerais partager Je pense que si on sent que quelque chose ne va pas, il faut s'écouter. Si on sort de chez un spécialiste, qu'on ne s'est pas senti écouté ou reconnu et que cette personne nous donne un diagnostic qui nous semble erroné ou pas adapté, c'est pas d'être dans le déni que de demander un deuxième avis, d'aller voir quelqu'un d'autre ou
juste d'aller voir quelqu'un qui nous inspire plus en fait. J'en ai encore fait l'expérience tout à l'heure. Et je pense vraiment qu'il faut essayer justement de ne pas quitter son corps douloureux. C'est vrai qu'on peut avoir envie de dire oh là là, ce corps-là, moi j'en ai marre, je le laisse là à côté, et puis je me promène à côté, mais au moins je ressens pas les douleurs, etc. Parce qu'en fait, notre corps, il nous envoie des messages justement pour nous indiquer ce qui ne va pas, et je pense qu'on peut tous grandir en apprenant et en se reconnectant à soi-même. Et ça fait un peu hippie tout ça, mais je pense vraiment que d'être reconnecté à soi et de s'écouter pour savoir ce qui peut nous faire du bien, plutôt que de toujours laisser sa santé entre les mains d'autres professionnels, ça ne peut être qu'enrichissant en fait. Ouais. D'apprendre à mieux se connaître et d'être acteur soi-même, d'arriver chez un professionnel et de dire voilà, moi je rencontre aujourd'hui tel souci, je pense qu'il y a ça qui est un peu problématique chez moi, qu'est-ce qu'on peut faire pour m'aider? Et pas d'arriver et de dire voilà, moi je sais pas quoi faire, allez-y. Parce que du coup on sera jamais acteur. Et ouais. Je pense que c'est retrouver message. une force sur soi-même aussi. On est notre meilleur allié. Génial. Génial. C'est un super message et ça va bien dans la dynamique dans laquelle j'essaie de pratiquer aussi, de revenir à l'écoute de ses propres ressentis et que finalement, bon, en effet, même si les professionnels sont nécessaires, c'est évident, mais bien sûr, au moment où on pratique ou s'il y a quelque chose qu'on consomme, un produit qu'on sent que ça nous fait du mal, oui, c'est ça. en l'occurrence, ou qu'il y a des symptômes qui sont inconfortables qui apparaissent, on est en droit bien sûr. légitimement, voilà, il y a un ressenti, donc il est là, il existe. On peut pas le nier, quoi. Ouais. Super. En tout cas, c'est un bon message, je pense, ouais. Donc revenir à son corps, à ses ressentis, et même si on s'en coupe parfois parce que c'est trop douloureux, oui. essayer d'y revenir et de réapproprier, de se réapproprier tout ça, ouais. Super. Je te remercie beaucoup, Charlotte. Merci à toi, Gaëtan. Pour ton témoignage.